complet. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la formation et de l'inclusion. Donc, il est tout juste 29, il n'est même pas encore 30, donc on va attendre quelques instants avant de commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire sera exclusivement porté ce jour sur le cadre du dépôt auprès de France Compétences. On va parler donc de RNCP et de RS. Donc, pour information, bien évidemment, le support sera téléchargeable à la fin du webinaire. Donc, ça sera vraiment un webinaire dédié à des spécialistes, entre guillemets. Si vous voulez apprendre les bases, ce n'est pas aujourd'hui. Là, on va simplement rappeler le cadre quand même. Et ensuite, avec Elodie, qui va se présenter par la suite, on attend encore un peu, on va vous donner toutes nos petites préconisations, les points de vigilance, tout ce qu'il faut vraiment prendre en considération lors d'un dépôt auprès de France Compétences. Ce webinaire a aussi pour but de donner pas mal de niveaux d'acculturation afin d'éviter aussi qu'il y ait beaucoup de dossiers qui soient envoyés à France Compétences et qui soient retournés à l'expéditeur. Les délais de France Compétences aussi, c'est pour ça qu'ils sont longs, c'est qu'ils sont énormément surchargés par beaucoup du dossier. Donc, pour un meilleur environnement, partageons les bonnes pratiques et on sera tous contents si on réussit à réduire les temps d'instruction. Voilà, donc 31. Donc, on va commencer gentiment. Donc, je vois qu'on a déjà pas mal de personnes en ligne. Bien évidemment, vous pourrez poser des questions. On prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Celles qui nous paraissent les plus pertinentes, bien évidemment, par rapport à la thématique du jour. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Elodie, alors que je vais encore écorcher le nom, merci, voilà, tu vas le faire toi-même, qui est la directrice du groupe, directrice certification du groupe AD Éducation. Donc, grande connaisseuse de France Compétences et de ses attentes aussi. Donc, voilà, Elodie, je te laisse te présenter rapidement. Très bien. Écoute, merci Nathalie. En tout cas, ravie d'être avec toi aussi pour ce webinaire et comme tu l'as dit, partager nos pratiques et nos expertises sur les répertoires RNCP-RS. Donc, je suis Elodie Arnaud-Cavigioli, donc directrice des certifications pour le groupe AD Éducation, qui est un groupe d'enseignement privé spécialisé dans les formations créatives. Donc, c'est le leader européen des formations créatives, à la fois en France, mais sur l'ensemble du territoire européen. Avec, donc, nous accueillons plus de 35 000 étudiants par an. Et sur à peu près 36 campus. Donc voilà, aujourd'hui, ma participation, effectivement, est sur le champ de la conformité réglementaire des certifications. Vous donner quelques repères de réglementation pour, comme disait Nathalie, vous éviter de vous faire retoquer alors même que des petites choses apparaissent au dossier et qu'on aurait pu tout de suite travailler pour vous donner plus de chance au passage en instruction. Merci d'être avec nous. Je te remercie, Elodie. Donc, bien évidemment, on va commencer gentiment. On va rappeler déjà le cadre de la certification professionnelle, la demande d'enregistrement en elle-même, les points de vigilance et enfin, on vous parlera de stratégie de certification qui, je pense, à mon sens, n'est pas encore assez exploitée à ce jour. Et on vous expliquera pourquoi on vous dit ça. Donc, commençons. La certification professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'insiste. De quoi parle-t-on exactement? La certification, je ne parle pas de formation, est le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une autorité compétente établit qu'un individu possède des acquis d'apprentissage correspondant à une norme donnée. L'autorité compétente, c'est vous, organisme certificateur, dans ce cas-là. Donc, par rapport à cette définition, déjà, on sent le poids de la responsabilité du rôle des certificateurs. Donc, bien évidemment, tous ces acquis d'apprentissage sont au terme d'un parcours, d'un processus d'apprentissage. Et tout à l'heure, avec Elodie, on en discutait en off. Certification et formation sont deux parties d'un même élément qui est la procédure de parcours certifiant. On vous parle bien de parcours certifiant. On ne parle pas de formation et certification, parcours certifiant. Et même si on veut être puriste, on peut dire un parcours de formation certifiant.
C'est la formation qui va être le terreau de développement des compétences pour aboutir à une certification à l'issue. C'est bien deux choses différentes. Exactement. Et pareil, dans le cadre du dépôt, il y a deux cadres différents. Il y a le RNCP et le RSCH. Donc, le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et le RS, c'est le répertoire spécifique. Donc voilà, ce sont deux outils qui dirigent la formation professionnelle à l'heure actuelle. Petite chose, voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit slide. Allez, hop, avance, voilà. Donc, les certifications professionnelles RNCP, c'est un périmètre métier, j'insiste bien, métier. Donc, des diplômes des diplômes délivrés au nom de l'État. Dedans, on peut y avoir des certifications de qualification professionnelle, des CQP de niveau, parce que tous les CQP n'ont pas forcément de niveau. Des certifications d'organismes publics et privés. Donc, privés, c'est les OC, voilà, les organismes certificateurs privés. Et structurés en blocs de compétences. Très important. D'un et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est répertoire spécifique. Et là, on va vous parler de groupes de compétences homogènes. Donc là, ça peut être des habilitations répondant à une obligation légale ou réglementaire, des certifications de compétences transversales, certifications de compétences complémentaires à un métier. Là, par exemple, dedans, on peut mettre le permis de conduire. Ça fait partie des habilitations répondant à une obligation légale et réglementaire. Certificat de compétences transversales, par exemple, on pourrait parler de certificat d'anglais, qui est commun à plusieurs métiers. Et certification complémentaire à un métier, là, on pourrait parler, par exemple, pour un manager, comment animer une équipe à distance, comment manager des réunions à distance. Ça, c'est des compétences complémentaires à un métier. Ces deux cadres-là sont vraiment indispensables à bien comprendre. Bien souvent, des demandes sont faites sur le mauvais cadre. On va sur le RNCP ou inversement, il y en a qui vont sur le RS. C'est indispensable de bien comprendre, surtout que les deux, même s'il y a un niveau d'exigence qui est commun, ce n'est pas du tout le même traitement. Mais, enfin, sur le RNCP, c'est beaucoup plus lourd, bien évidemment. Mais voilà. Mais par contre, le niveau d'exigence qualité, il est le même. Voilà, que ce soit sur le RNCP ou sur le RS. Ouais, on peut être plus cool sur le RS. Non. Je suis désolée, mais non. Et ça ne va pas plus vite. Et l'instruction ne va pas plus vite. C'est exactement le même délai. Tout à fait. Donc, pour pouvoir prétendre à obtenir un titre RNCP ou RSCH, bien évidemment, il y a une demande d'enregistrement. Tout est dématérialisé, c'est dans le cadre d'une téléprocédure mise en œuvre par France Compétences. Donc, par contre, il y a une chose que je tiens vraiment à mettre en avant quand on est organisme certificateur, cette application de dépôt, ce n'est pas uniquement au moment de la dépôt qu'il faut aller la voir. C'est que pendant tout le long de votre certification, qu'elle est vivante, il faut qu'il y ait des informations qui soient remontées. Donc, on va parler des remontées des alumni. Et aussi, on va en parler après, tout ce qui est remontée d'informations des nouveaux partenaires, remontée d'informations de tout ce qui est justement les équivalences. Donc, il faut que durant tout le temps de votre enregistrement, la transparence de l'information donnée au public sur la certification que vous délivrez et la qualité du processus de certification. Vous changez des modalités d'évaluation, non, il faut le faire, il faut le dire. Voilà, vous ne pouvez pas faire ça de votre côté. Non, il faut que France Compétences soit informée. France Compétences, si vous avez obtenu une certification, ils vous l'ont donné selon un cadre bien précis, selon un règlement d'évaluation bien précis qui leur a été transmis. Donc, si vous modifiez vos évaluations, vous êtes obligé de transmettre l'information à France Compétences. On est d'accord, Élodie? Oui, on va transmettre l'info, mais il n'est pas dit que ce soit accepté, puisqu'il faut effectivement que France Compétences réétudie le dossier. Et donc, qui dit modification du référentiel de certification, dit possiblement un passage à nouveau devant la commission. Alors après, c'est pas gênant, puisque votre titre, vu qu'il est actif pour X temps, reste de toute façon dans la boucle. Donc, si vous tenez véritablement à changer les modalités d'évaluation, par exemple, eh bien, vous redéposez une demande, vous refaites une demande à France Compétences, elle sera à nouveau instruite, elle sera à nouveau passée en commission et vous aurez à nouveau un retour. Mais quoi qu'il en soit, votre certification déjà enregistrée au préalable restera valide. Mais on ne s'arrange pas avec la règle. Voilà, c'est un message que je souhaitais faire passer.
C'est vraiment le message qu'on souhaite toutes les deux faire passer. Malheureusement, on a bien vu, on sait très bien comment ça se passe. On dit non, non, et non, et non, Non, et non. Il ne non. faut pas. Ce qui a été déclaré à France Compétences doit être respecté. Si vous changez, il faut les avertir. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas moi qui le dis. Donc, alors la procédure, donc depuis la mise en place de France Compétences, la procédure d'enregistrement a été renforcée sur de très très nombreux critères, hein. Elodie et moi, en vieille briscarde de la formation et de la certification, on a vu la complexité des dossiers arriver. Pour simple, hein, simplement, l'ERS a été aligné au RNCP et maintenant, c'est surtout qu'on va vous demander une meilleure évaluation de l'impact socio-économique de votre certification. Et ça, ce n'est pas rien. On parle bien d'impact socio-économique. Donc, peut-être juste revenir sur socio-économique pour expliquer l'impact donc socio-social. C'est le fait de pouvoir rentrer à nouveau dans le marché du travail, pouvoir être avec d'autres citoyens au sein d'une entreprise. Donc, c'est un impact social sur la vie de l'individu. Ça veut dire qu'il va à nouveau retourner dans la société au contact du marché du travail. Donc, c'est ça, en fait, quel impact la certification a eu sur l'aspect social de la vie du bénéficiaire. Donc, est-ce qu'on constate une transition entre un demandeur d'emploi et, bien maintenant, une activité de salarié? Ou alors, un salarié qui, dorénavant, l'impact social serait peut-être de devenir créateur d'entreprise, auto-entrepreneur, entrepreneur individuel. Donc ça, c'est l'impact social. Voilà. C'est la transition, le statut social de l'individu. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant, qu'il va falloir évaluer. C'est quoi sa vie d'avant? C'est quoi sa vie de maintenant? Avant la formation, maintenant, après la formation. J'utilise le mot formation. Après, le parcours de formation certifiant. Et économique, l'impact économique, eh bien, ce même individu, avant, dans sa vie d'avant, eh bien, en gros, combien représentait-il de pouvoir d'achat? C'était quoi son pouvoir d'achat avant? Donc, en gros, quel salaire, quel revenu, alors salaire ou revenu travailleur indépendant, bref, de quel revenu disposait-il pour pouvoir assumer sa vie de citoyen avant? Et quel est le revenu après, le parcours de formation certifiant, ou la simple certification obtenue par candidature individuelle, c'est la même chose, eh bien, quel est le revenu disponible après ce passage par la certification? Donc, vous voyez, c'est ces deux aspects. Et c'est ces deux aspects qu'il faut évaluer. Et c'est ça sur lesquels France Compétences est très soucieux. Et insiste de plus en plus. Puis avec l'objectif de France Travail, l'insertion professionnelle de nos certifiés va être encore plus important. Juste une petite info au passage, en juin 2023, le taux d'acceptation des dossiers RNCP est de l'ordre de 50%. Donc, on va quand même vers le mieux. Donc, des dossiers mieux rédigés, de meilleure qualité. Et ORS, 25%. Et là, c'est pareil. C'est des chiffres qui sont quand même plus positifs et qui prouvent bien que, il y a quand même une amélioration des dossiers et que c'est quelque chose d'assez positif. Voilà. Bien pour les bénéficiaires et France Compétences. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi uniquement 25% sur le RS? Pourquoi que 25% sur le RS? Ça peut paraître un chiffre un petit peu bas, c'est vrai. Pourquoi que 25%? Tout bêtement, parce que bien souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a des dossiers qui sont déposés et ils ne répondent absolument pas au cadre du RS. Comme je dis, moi, quelqu'un qui vient vers moi pour du RS, avant du 1, trouvez-moi déjà 10 annonces d'emploi qui vont bien spécifier ces compétences-là. Dans ces cas-là, on pourra étudier votre RS. C'est un truc tout bête, mais ça peut paraître bête et méchant. Mais juste ça, trouvez-moi 10 annonces d'emploi qui reprennent exactement l'intitulé des compétences. Voilà, ou des fiches de poste, trouvez-moi simplement ça. Et là, on pourra éventuellement réfléchir si vous avez la légitimité d'aller sur un RS. Voilà. Alors, le petit rappel, comme je disais déjà tout à l'heure en début, certification et formation, c'est deux traits majeurs à distinguer. L'action de formation délivre un contenu de savoir à acquérir. La certification va valider les compétences que vous avez acquises. Mais tout ça fait partir d'un parcours d'action de formation certifiante. Et aussi une chose très importante, quand on fait une évaluation sur une certifiante, c'est toujours l'objet d'une évaluation, souvent par un jury.
voilà, veulent même, souvent même très, 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 Vaut très mieux. souvent. Voilà. Voilà, des modalités d'évaluation sans jury, vous êtes optimiste. Voilà, ou avec, non, et voilà, faut pas. Donc, on continue, hop. Alors, s'il veut bien avancer, il ne veut pas avancer, s'il veut bien ou pas. Donc, le jury doit être constitué de minimum 50% de membres externes à l'organisme certificateur pour garantir la neutralité du jury et l'intégrité, voilà, pouvoir donner un avis, rendre un avis totalement libre de tout intérêt. On en reviendra tout à l'heure quand on parlera de la qualité de la certification, sur les procédures d'habilitation des jurys. Ah oui. Alors, les petits points de vigilance, justement, là, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur des choses qui vont vous intéresser. Alors déjà, l'analyse de l'opportunité de votre projet de certification. Et on en revient à ça. Votre projet doit répondre à un véritable besoin identifié. Si vous êtes sur du RNCP, la note d'opportunité, la note d'opportunité et le dossier pour le RNCP doivent prouver par leur contenu que votre projet est légitime et répond à un besoin précis. On parle de chiffres, on parle d'études, et je ne vous parle pas d'études forcément menées par vous. Moi, je vous parle d'études menées par des observatoires, par la DARES, donc des études voilà, avec des solides références, des graphiques sur l'insertion professionnelle de vos certifiés qui vont prouver la valeur d'usage de votre certification. Et bien évidemment, à appréhender les évolutions probables qui vont impacter l'exercice du métier. Surtout en ce moment, beaucoup d'intelligence artificielle. Ça, c'est des évolutions, tout ce qui est aussi transition écologique. C'est des choses qui peuvent avoir vraiment quelque chose vraiment d'impactant sur le métier. Donc ça, ce sont des choses que vous devez réfléchir et même imaginer, aller au-delà de ce que vous proposez dans votre référentiel et en disant, bah, voilà ce qui peut se passer aussi dans le métier, mais qu'on mettra à jour la certification et tout. Voilà. Autre point de vigilance, la qualité de la certification. Alors, bien souvent, elle demande à être enrichie. Je pense que je vais parler à quelque chose qui va peut-être en parler à beaucoup. Beaucoup ont certainement dû passer un examen dans leur vie, un examen de langue internationale. Je ne vais pas le citer, mais tout le monde le connaît. Ça commence par un T, ça finit par un C. Mais quand vous, voilà, exact. Quand vous passez cet examen, le jury est aussi nécessaire. On répondra aux questions justement à la fin, mais oui, allez-y, on vous répondra. Donc, mais cet examinateur de langue internationale avec des niveaux, quand vous avez passé l'examen, c'était quand même un examen bien cadré, bien précis, avec des modalités d'évaluation. Quand vous êtes arrivé devant l'examen, enfin dans la salle d'examen, il a fallu présenter une pièce d'identité, laisser vos sacs à l'extérieur. Il y a une certaine distance entre chaque table. Voilà, ça c'est un exemple de règlement de certification bien cadré et bien posé. Donc c'est ça, donc la qualité de la certification, c'est vraiment, moi je pourrais, 2 documents, on va dire, maintenant c'est vraiment ce qui est préconisé, un plus sur le règlement général et un doc secondaire, là où on rentre dans les détails. Donc avec, alors là, quand je dis rentrer dans les détails, c'est l'objectif de la certification, une description claire de ce que la certification, voilà, avec les compétences à atteindre ou à valider, les critères d'éligibilité. Qu'est-ce que vous devez, comment vous êtes éligible à la certification, on va dire les prérequis, concrètement. Ensuite, c'est pas fini, il y a aussi le processus de certification, détails sur la manière dont les candidats sont évalués, y compris les types d'évaluation utilisés et les critères d'évaluation. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est recours et plainte. Voilà, mais ça encore, c'est exhaustif, parce que je vous ai mis, j'aurais pu mettre encore beaucoup plus de choses. Comment vous recrutez les jurys, comment vous les habilitez. Il y a plein de choses à mettre en place sur la qualité de la certification. Et puis, si vous faites de la certification, enfin, Elodie, tu me rejoindras, des épreuves en distanciel. Alors là, c'est coton. Il faut rajouter des pages à votre document pour expliquer comment vous vous assurez que le candidat est bien seul, n'est pas assisté, n'est pas aidé. Alors, je mets de côté les candidats en situation de handicap. Ça, c'est un autre sujet. Je parle de tout candidat en distanciel, s'assurer que c'est bien la personne qui est inscrite à la convocation, à l'évaluation,
d'anti-piratage, entre guillemets, pour être sûr que les informations qui vont être données, saisies par le candidat, sont bien saisies par lui et pas par une intelligence quelle qu'elle soit. Et surtout, à la fin de l'évaluation, de vous assurer que bien, la personne qui remet, qui envoie, qui transmet l'évaluation est toujours bien le même candidat inscrit sur la convocation. Bref, vous devez expliquer comment vous garantissez le système, comment vous sécurisez en fait le système d'accès à l'évaluation en ligne. Voilà, et ça, c'est vraiment primordial aussi. Hein. Donc, oui, ça demande certainement 2-3 pages de rédaction. Ah oui. Mais si vous mettez du distanciel, oui, voilà, solution de visioconférence. Non, ça ne va pas suffire. Voilà. C'est clair et net. Ensuite, autre point de vigilance, la construction des référentiels. Donc là, c'est pareil, les référentiels doivent permettre une identification claire des compétences mobilisées. Donc, on analyse la situation de travail en situation réelle. C'est ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que là, je vais faire un petit peu un biais sur la feste pour le coup. Qu'est-ce que la personne va devoir savoir faire, les savoirs, et qu'est-ce qu'elle va, toutes les tâches qu'elle va devoir mettre en place afin de réaliser une action. Et donc là, ça demande vraiment une connaissance des échanges avec des experts métiers, mais le tout, bien évidemment, formulé en compétences telles que l'entend France Compétences. Alors là, je ne vais pas revenir encore sur la définition, enfin, comment on écrit une compétence. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations maintenant. C'est très simple. Même le Vademecum, hein, qui devrait être la Bible de tout le monde, hein, voilà, il y a toutes les informations. Voilà. Voilà. La construction d'un référentiel RNCP, comme on l'a dit, hein, ça se réfléchit par bloc. Il faut que ces blocs soient indépendants des uns des autres et qu'ils puissent être acquis individuellement. Ça aussi, je précise absolument. C'est-à-dire que pour certaines écoles qui le font, elles font valider les blocs tout d'un coup à la fin de l'année, France Compétences n'aime pas. Voilà. Vous savez, au bout de la deuxième année, on a fait 2 ans de formation, de parcours de formation, et puis tout arrive d'un coup au mois de mai, au mois de juin, ou un petit peu au mois de janvier et à la fin au mois de juin. Bah, ça, c'est non. Hein, donc, je sais que là, beaucoup de personnes sont en train de crier, mais c'est comme ça. Oui. C'est depuis 2019. La loi a revu justement la définition du parcours de formation certifiant et a revu la notion de compétences qui doivent s'acquérir au fur et à mesure du déroulé du parcours de formation certifiant. Au fur et à mesure. Donc, ça veut pas dire tous les mois, mais ça ne veut pas dire non plus au bout de 3 ans. Donc, si vous êtes sur un RNCP qui a une durée de 2 ans ou de 3 ans, là, on est dans la vision formation. Hein, je mets vraiment de côté tout ce qui est candidature individuelle ou mobilisation de blocs de manière autonome. Les formations dites longues, type bachelor, master ou autres, eh bien, les maquettes pédagogiques doivent désormais démontrer à quel moment, donc une idée de chronologie, à quel moment les évaluations des blocs se passent sur ces 2 années. Et ce sera un critère de refus ou alors un critère de mise en demeure lors de la validation de l'enregistrement de votre certification. Ça sera un critère de mise en demeure, donc une lettre recommandée de mise en demeure de France Compétences, de vous plier à la loi qui dit que les compétences doivent être acquises au fur et à mesure du parcours. Donc, il faut effectivement, comme tu disais, Nathalie, nul n'est censé ignorer la loi. Bon, elle date de 2019, on est en 2023. Bon, bah, maintenant, ça va faire 4 ans. Je pense qu'il est grand temps de la relire, cette loi, même si c'est du jargon, mais il est grand temps de la relire et de se plier effectivement à cette réglementation. C'est pas pour faire peur ni pour la ramener ou quoi que ce soit qu'on vous dit tout ça, c'est juste que comme on est en train véritablement de se rendre compte que les 50% de refus du RNCP sont sur ces points-là et que de plus en plus d'organismes, croyez-moi pour sûr, reçoivent des lettres recommandées les mettant en demeure de se plier effectivement à ces directives-là, ce sont des tips qu'on vous donne là avec Nathalie pour vous dire maintenant, on suit la règle. Voilà. Donc, ça demande effectivement à faire travailler d'un côté l'ingénieur certification et l'ingénieur pédagogique. L'ingénieur certification va montrer par rapport au référentiel métier que effectivement l'activité professionnelle se déroule au fur et à mesure, donc que les compétences s'acquièrent au fur et à mesure. Et c'est donc à votre ingénieur pédagogique de
choisir le bon moment dans la maquette, de dire, bah là, on a atteint un niveau suffisant, pas excellent, mais un niveau suffisant pour faire déjà passer les premières modalités d'évaluation. Voilà, donc ça c'est très très important et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de techniciens certificateurs doivent prendre en compte assez rapidement. Ensuite, l'ERS, c'est pas par bloc. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai entendu sur un RS. Quand on fait un parcours certifiant menant sur un RS, on doit passer la certification. Il n'y a pas de délivrance partielle d'un RS ou non, RS, certification. Voilà. Alors, petite mise en garde, pour ceux qui ont des blocs, enfin, qui ont un RNCP, et bah, si vous avez par exemple un RNCP où vous avez plein de candidats qui passent qu'un seul bloc de compétences, attention, France Compétences peut requalifier ce bloc en RS. Je n'ai pas encore vu, peut-être que toi, Elodie, tu as des cas, mais moi, je n'ai pas encore vu ça, mais c'est des choses possibles. Donc, ceux qui sont venus, enfin, j'ai un RNCP, je vais pouvoir vendre tous mes blocs un à un. Non, utilisez aussi c'est que vous ayez des certifiés qui passent l'ensemble des blocs. Voilà. Alors, le handicap. Alors, c'est un élément à ne pas négliger. Alors, quand on parle de handicap, ce n'est pas forcément ce que j'ai mis en bas, c'est-à-dire les adaptations pour les évaluations certifiantes. Non. Non, c'est pas que ça. Ah non, c'est un élément qui doit apparaître dans votre note d'opportunité, dans le référentiel de compétences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment ça doit apparaître? Comment vous réfléchissez au handicap pour exercer le métier? C'est ça. Voilà, on ne va pas vous demander non plus d'adapter, de réfléchir là, enfin de réfléchir à chaque handicap, c'est très très large. Mais comment on fait pour pouvoir adapter le poste à une personne en situation de handicap? Un exemple. Ou alors, voilà, les perspectives justement sur un métier en pleine évolution technique. Oui, justement, il va y avoir des évolutions qui vont permettre à des personnes en situation de handicap de ce type de pouvoir accéder à ce métier. Bien évidemment, il y a des secteurs professionnels qui sont plus impactés par cette notion d'intégrer la notion de handicap dans le référentiel de compétences. Donc, ce qui est l'accueil, les RH, le management, le tourisme, la conception. Je dirais même aussi… L'informatique. Voilà, merci. Donc, c'est vraiment cette notion de handicap-là qu'on ne demande pas forcément celle, oui, voilà, les modalités d'évaluation, il y a des tiers-temps, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est normal, je dirais. C'est la base. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller au-delà, de réfléchir un petit peu plus. C'est tout. Autre chose, pareil, à prendre en compte, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors voilà, j'imagine déjà, il y en a qui sont en train de râler derrière l'écran. L'intégration de la responsabilité sociale des entreprises dans le développement d'une certification professionnelle, à mon sens, je pense qu'on est plusieurs, revêt une importance capitale à l'heure actuelle. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose que maintenant on va apprendre à composer avec au fur et à mesure des années. On a déjà des labels RSE et tout. Donc, les certifications professionnelles, en plus de valider des compétences et des connaissances spécifiques, ont en effet un rôle significatif dans la promotion de valeurs éthiques et durables au sein de notre économie. Et c'est ça que France Compétences veut retrouver dans vos référentiels ou dans vos notes d'opportunité. Un exemple concret, vous êtes sur du numérique, de l'informatique, quid de l'impact du numérique sur l'environnement? Juste ça. Ça, c'est un exemple peut-être RSE. Elodie, je ne sais pas si tu as d'autres cas. Je sais que tu as coupé parce qu'il y a du bruit derrière. Voilà. Mais, voilà, oui. J'ai un exemple notamment. Alors, dans RSE, on va aussi inclure tout ce qui est la démarche de développement durable, l'impact écologique, effectivement. L'impact environnemental d'une activité professionnelle. J'ai eu le cas récemment, c'est sur le fait de sélectionner en fait des prestataires dans la logique d'un circuit court. Alors, je ne parle pas forcément d'un RNCP de maraîcher. Voilà, en agroalimentaire, je parle vraiment de l'ensemble des entreprises qui, au lieu de passer commande à des prestataires qui se trouvent à 300 km ou 1500 km, ou voire plus, finalement font appel à des prestataires plutôt en circuit court pour pouvoir limiter effectivement les déplacements jusqu'au lieu de l'activité professionnelle. Donc ça en fait partie. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai introduit dans un des référentiels avec ma collaboratrice
que nous allons voilà, déposer. Et c'est, comme tu disais, c'est l'impact aussi dans un autre que nous déposons, c'est l'impact notamment des métiers de la communication, la démarche sociétale effectivement des entreprises en communication. Donc, par exemple, le fait de communiquer, de créer des 4x3 et finalement de limiter l'usage de la couleur. Parce qu'on sait que si on doit imprimer avec une étendue de couleurs importante, et bien, lors de l'impression, ça va demander des matériaux en nombre conséquent. Et donc, pour le coup, ça va avoir un impact sur l'environnement. Alors, je ne dis pas que tous les logos demain ou toutes les publications ou toutes les revues seront en noir et blanc, mais en tout cas, les métiers de communicants, par exemple la communication, est impactée par cette logique-là, de pouvoir limiter effectivement l'impact de l'activité professionnelle sur notre environnement, notre société pour demain. Merci Élodie pour ces informations précieuses parce que je pense que beaucoup de gens se posaient la question. Ensuite, on a la VAE. Alors, 2 secondes, j'en ai pour 15 minutes. Très bien. Donc, la VAE. Alors, tu es une femme très demandée, Nathalie. Voilà, tellement. Je cherche l'option clonage, comme je dis souvent. Il y a quelqu'un la connaît, je suis preneuse. Hein. Ah oui. Donc, la VAE. Alors, vous n'êtes pas tous sans savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un cadre de réforme de la VAE avec des expérimentations. Certes, le décret d'application sera en janvier 2024. OK. Donc, il faut quand même prendre en compte. Donc, à l'heure actuelle, si vous déposez un dossier auprès de France Compétences, RNCP, la VAE, vous restez exactement dans le même cadre qu'avant. Tant que le décret n'est pas passé, ce n'est pas la peine d'aller déjà. Non, vous restez dans le cadre. Par contre, voilà, au moment où ça sera mis en application, il faudra réviser votre procédure. Logique, c'est QFD. Petit focus, rappelons que là, nous sommes vraiment sur une réforme de la VAE. Donc, il va falloir démontrer comment vous promouvez la VAE au sein de votre organisme certificateur. Si vous n'avez pas de candidat VAE dans les remontées alumni en cas de renouvellement, ça risque de poser problème. Donc, c'est vraiment quelque chose vraiment à prendre en compte dans votre dimension de stratégie de certification et à vous pencher sérieusement. Ce n'est pas la dernière minute. Ah, au fait, je n'ai pas de candidat VAE. Si vous n'êtes pas apte à gérer la VAE, il y a des organismes avec qui vous pouvez, ils s'occuperont de la VAE. Voilà, vous pouvez faire des partenariats vraiment avec des spécialistes de la VAE sur votre certification. Donc ensuite, une chose qui n'est alors là, ça que l'insertion pro de vos certifiés, ça c'est plus qu'un point de vigilance, c'est le cœur de votre dossier presque. C'est la raison qui va faire que il va être enregistré ou pas. Exactement. Que ce soit RS ou RNCP. Hein. Voilà, quand on vous parle d'impact économique et social d'un projet, Élodie vous l'a très bien expliqué tout à l'heure, la valeur que ça va apporter à l'individu sur tous les plans, voilà, social et économique. Rappelons justement les 2 premiers critères d'enregistrement du RNCP, l'adéquation des emplois occupés par rapport aux métiers visés par le projet de certification professionnelle, s'appuyant sur l'analyse d'au moins 2 promotions de titulaires du projet de certification professionnelle. Alors, 2 promotions. Qu'est-ce qu'on entend par promotion? Élodie, je te laisse faire la définition de la promotion parce que bien souvent, il y en a, ils disent « Oh non, j'ai 3-4 promotions à l'année. » Oui, maintenant. Ça s'appelle une cohorte. Alors, prenez vos stylos, on va prendre, ceux de notre génération, on va prendre l'ABCD, vous savez. Donc, allez au niveau C. Donc, c'est cohorte. Une cohorte, c'est un groupe de stagiaires. Donc, par exemple, sur une année, vous pouvez avoir plusieurs groupes de stagiaires, notamment pour des parcours RS. Généralement, vous êtes peut-être à 2 à 3 groupes de stagiaires formés sur une année. Donc là, vous avez donc, par exemple, 3 cohortes. OK. Pour que ça devienne une promotion, eh bien, en fait, vous allez prendre l'ensemble de vos cohortes sur une année pour créer une promotion. Donc, ça veut dire qu'une promotion s'entend par année civile, 1er janvier, 31 décembre. C'est la définition donnée dans le Vademecum par France Compétences. Donc, une promotion, ce n'est pas un nombre de groupes formés, c'est
un ensemble de personnes formées, donc un ensemble de cohortes sur une année civile qui ont été formées, bien sûr, aux mêmes compétences visées par votre certification. Donc 2 promos, ça veut dire 2 années. Vous pouvez très bien avoir une cohorte, une année, pas de souci, comme vous pouvez avoir 2 cohortes, 3 cohortes, 4 cohortes, 5 cohortes, une année. Mais tout est valable. France Compétences accepte très bien une cohorte, une année, comme 2 cohortes, une année. La seule chose, c'est qu'une promo égale une année civile. Donc, pour France Compétences, avant 2019, avant 2020 d'ailleurs, c'était 3 promos. Maintenant, depuis 2020, c'est 2 promos, donc 2 années. 2022, par exemple, pour ceux qui veulent déposer là en 2023, il vous faudra présenter les résultats de l'insertion professionnelle de vos cohortes formées en 2022 et en 2021. Pour l'ERS, ça ne marche pas de la même façon, d'accord? Pour l'ERS, on va plutôt parler de valeur d'usage et pas d'insertion professionnelle, puisque l'ERS n'a pas une visée métier, donc on ne va pas s'insérer professionnellement. Alors j'entends certains qui disent oui, mais sur tout ce qui est formation à l'esthétique, ok, on en parlera après, parce que ça, effectivement, c'est un cas à part de domaine qu'il faut effectivement enregistrer via le répertoire spécifique et non via le RNCP. Je parle de tout ce qui est formation liée à l'esthétique, au maquillage permanent, au massage, au modelage, etc. Je parle de toutes ces dominantes-là qui sont une petite niche effectivement de ce qu'on va retrouver au répertoire spécifique. Donc là, pour le répertoire spécifique, on parlera de valeur d'usage. Donc là, vous allez faire une enquête qui ne sera pas une enquête d'insertion, mais une enquête de la manière dont vos stagiaires ont fait usage de la certification une fois qu'ils sont sortis du parcours certifiant. Et pour le RNCP, là, c'est véritablement l'insertion professionnelle qui va être demandée sur 2 promos, donc 2 années. Voilà, un parfait enchaînement justement sur les lettres de témoignage à collecter qui sont aussi un des éléments de vigilance d'un dossier RNCP ou même RS. Hein. On parlait de valeur d'usage, justement d'entité utilisatrice, surtout pour le RS. Il est indispensable voilà, que dans ces lettres d'usage, enfin des lettres de témoignage, hein, je précise bien témoignage, on reconnaisse bien que, voilà, que les certifiés, qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir ensuite au sein de l'entité. Voilà, un exemple concret, quelqu'un qui a été formé sur un logiciel, tout bête, et bien ensuite, grâce à cette formation, il a pu effectuer une nouvelle mission au sein de l'entreprise. Donc l'entreprise va apporter un témoignage, comme quoi, suite à la certification, il a bien développé des compétences qui ont pu être utilisées et développées en entreprise. Tout bêtement, utilisées en entreprise. Donc voilà, alors pareil, les lettres de témoignage, au minimum, je vous en conseille 3, c'est vraiment le minimum. Alors, c'est pas au poids, hein. C'est vrai que c'est pas au poids non plus. C'est surtout la qualité de la rédaction de la lettre, les éléments, qui va faire toute la différence. Donc voilà, on a parlé des entités utilisatrices, on peut aussi parler de lettres, là, on pourrait pas dire de soutien de témoignage aussi de la part d'acteurs emploi, de la certification, donc pour avoir des courriers de CPNE, des fédérations d'employeurs. C'est des demandes qui prennent aussi un petit peu de temps, mais qui peuvent être. Alors, voilà, je sais qu'il y a des demandes de soutien auprès de certaines branches. C'est pas parce qu'une branche vous donne un soutien que ça va vous donner l'acceptation auprès de France Compétences. Voilà. Une branche peut reconnaître l'utilité de votre certification. Une France Compétences peut dire oui, mais non, c'est non. Très important. Hein. Pas parce que vous réussissez à avoir une reconnaissance d'une branche que ça veut dire que c'est bon. Voilà. Ensuite, eh ben justement, j'ai vu qu'il y avait une question, on parlait des correspondances. Alors, dernièrement, effectivement, il y a eu un webinaire sur les correspondances données par France Compétences avec un autre cabinet. C'est un chantier, le chantier des équivalences. Ça a été lancé en décembre. On arrive à la première la première partie. Donc, c'est quand même un bon travail à faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous gardiez en tête quand vous déposez un dossier auprès de France Compétences. La correspondance est définie comme un rapport de conformité ou de ressemblance entre 2 objets distincts. Je parle bien de ressemblance. Voilà. Donc, des correspondances totales, correspondances partielles ou correspondances mises en place entre un ou plusieurs blocs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors nous aussi, bien évidemment, en lisant tout ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Dans le nouveau document que maintenant France Compétences a mis en place, que vous pouvez télécharger sur l'application de dépôt quand vous êtes dans le cadre d'une demande RNCP, le document Word a complété. Maintenant, il y a une nouvelle version. Et dans cette nouvelle version, vous avez justement toute cette partie-là qui a été précisée. Et vous avez les niveaux de correspondance. France Compétences considère qu'il y a 4 catégories de correspondance. La catégorie 1, donc c'est des correspondances totales ou partielles avec des versions antérieures de la certification RNCP. Donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà certificateur, vous renouvelez votre certification, vous avez retravaillé les blocs. Voilà. Ça. Catégorie numéro 2, donc ça, alors, correspondance totale ou partielle avec des certifications comparables, actives au RNCP. Identification de correspondance avec des certifications semblables et de même niveau de qualification. Catégorie 3. Juste oui, peut-être pour… parce que les mots, hein, vous savez que France Compétences, c'est important. Voilà, Nathalie, on adore le français. Donc, voilà. Donc, on va juste redéfinir les mots. Semblable, vous voyez, certification semblable et de même niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous renouvelez un niveau 6. Pour la catégorie 2, vous allez chercher… On va vous dire comment, mais vous allez chercher, voilà. En fait, surtout, on va vous dire où aller chercher. Vous allez chercher les certifications qui visent le même code ROM, donc le même métier. On est d'accord, on n'est que dans le RNCP. Hein. Pour le moment, on n'est que dans le RNCP. Hein, voilà. C'est important de le repréciser. Vous allez rechercher les certifications de niveau 6, donc niveau 6, visant le même code ROM et les mêmes NSF. Les domaines, les numéros de spécialité de formation. Je crois que c'est ça le N. Hein. Enfin, c'est les spécialités de formation. Ça veut dire vous restez sur ce périmètre-là. D'accord? Vous n'allez pas chercher d'autres NSF ou d'autres codes ROM. Il faut que les certifications que vous allez comparer avec la vôtre, votre projet hein, de renouvellement ou même de création, pour le coup, la catégorie 2, elle vaut pour la création, hein, pour le coup. Vous allez chercher ce qui est semblable, ça veut dire même NSF, même niveau et même code ROM. Et c'est là la différence avec, justement, je te laisse présenter la catégorie 3. Les correspondances partielles avec d'autres certifications actives au RNCP. Identification de correspondance avec des certifications visant un périmètre métier ou un niveau de qualification distinct. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Donc, ça veut dire un autre code ROM. Voilà, tout bêtement. Et un autre niveau de qualification. Donc, par exemple, vous déposez, je ne sais pas, vous déposez un RNCP installateur sanitaire, par exemple, niveau 5, eh bien, vous allez voir un installateur sanitaire niveau CAP, niveau 4. Où vous allez voir un plombier, un plombier donc de niveau 4. Plombier, installateur sanitaire, on va rester dans le même domaine. Alors par contre, oui, on reste dans le même domaine quand même, hein, parce que bon, on ne va pas faire l'installation sanitaire, je ne sais pas où. Mais voilà, on reste dans le même domaine, hein, du domaine d'activité, mais en tout cas, on va aller voir un autre métier qui rentre dans le périmètre et donc un autre niveau de qualif. Donc, si votre certification que vous voulez déposer, c'est un niveau 5, vous allez aller regarder les autres niveaux. Les niveaux 4, les niveaux 6, enfin les niveaux 3, les niveaux 4, les niveaux 6, les niveaux 7. Vous allez regarder ces autres niveaux et vous allez regarder dans votre périmètre métier. Donc, vous allez changer votre code ROM. C'est ça la grande différence entre ces deux catégories-là. La 2, voilà. C'est vraiment même niveau, même métier, même NSF. C'est pareil. La 3, c'est autre ROM et autre niveau de qualification. Et la catégorie 4 est là assez simple, c'est avec des certifications actives au répertoire spécifique. Alors, sachez que ces correspondances, oui, ça demande du travail. Si vous allez sur France Compétences, ça peut vous demander beaucoup de temps. Nous, on a un petit hack. On utilise, et ce n'est pas du placement de produit, hein, on utilise Certif Pro plus de Michel Beaujard, qui permet d'identifier rapidement des certifications en comparaison. Et on a tout de suite le nombre de blocs. Je peux vous jurer que quand il s'agit de faire les correspondances, c'est un outil qui est gratuit, mais ça nous sauve, enfin,
ça nous fait gagner un temps monstrueux par rapport, parce que c'est quand même assez important. Alors, à noter que ces correspondances, si vous avez déjà un titre enregistré, il faudra aussi les mettre à jour, ces correspondances. Sachez qu'il y a des commissions de France compétences qui se déroulent tous les mois. Il y en a une aujourd'hui. Voilà, il faudra peut-être faire des mises à jour justement de votre certification tous les mois. Et c'est là que ça devient un petit peu lourd. Après, c'est pas forcément obligé de le faire tous les mois, mais au moment du renouvellement ou autre. Mais après aussi, c'est la quantité de travail à faire dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à anticiper. France Compétences a dit qu'elle souhaitait que ce soit fait tous les mois, justement, de tenir une veille mensuelle sur le champ de la certification comparable en correspondance. Mais c'est là que je pense que ça va être un petit peu difficile tous les mois pour certains OF. Enfin, Donc, alors, les partenariats, attention, cadrage très, très, très rigoureux. Je fais avec les petits sourires parce que là, non, je rigole pas du tout. Attention, si vous êtes organisme certificateur et que chouette, je vais pouvoir avoir des partenariats, bien sûr, c'est normal. C'est une part du business d'avoir des habilitations, des partenaires. Cependant, si vous êtes certificateur, maintenant, on va vous demander pas mal de choses. Déjà d'une, qu'est-ce qui va garantir que votre partenaire va bien respecter le cadre de votre certification? Donc, voilà. Alors aussi, bien distinguer habilitation à former, habilitation à évaluer. Là, j'ai déjà vu une question tout à l'heure dans le chat. On est habilité par un organisme certificateur. Est-ce qu'on peut déclarer nos cohortes pour votre certification à vous? Non. Quand vous êtes habilité à former sur un titre, les cohortes appartiennent à l'organisme certificateur. Bien évidemment, à l'heure actuelle, j'entends déjà, enfin, il y en a qui peuvent revendre des cohortes, je ne vous le cache pas, c'est déjà des choses qu'on a entendues, c'est des choses qu'on ne préconise pas, bien évidemment. On a entendu ce matin. Oui, voilà. C'est tout frais. Tout Donc, frais. vraiment, je ne préconise pas ce type de pratique. Et si vous voulez déposer votre propre certification sur un titre où vous avez une habilitation, faut voir, faut essayer de s'arranger avec le certificateur, ou bien alors vous partez sur des candidats qui sont totalement candidats libres, en financement libre, et qui payent leur formation de leur poche, et pas avec des fonds mutualisés, parce que c'est relié à une certification professionnelle. Ça va vous demander vraiment de réfléchir. Donc, je précise aussi, si simplement habilité à évaluer, aucun affichage possible sur EDOF. Non, ça c'est pareil. Alors, il y a une grande distinction. Je sais que beaucoup, il y en a qui font oui, mais candidat libre et tout. Alors, là, oh là. Le candidat libre, déjà d'une, il y a plusieurs cas de candidats libres. Je vois les candidats libres sur les titres de l'éducation nationale, les candidats libres, donc, c'est très, 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 très tendu. Un candidat libre, c'est l'organisme de formateur, l'OF, a l'obligation quand même d'accompagner le candidat à l'inscription. Voilà, jusqu'à l'inscription, c'est pas le laisser se débrouiller. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de certifications qui sont sur EDOF, de formation, avec le petit encart orange, qui veut bien dire que c'est candidat libre. Donc là, gros warning. Je pense que les choses vont changer d'ici les prochains mois. Si vous êtes sur ce type de projet certifiant, sur des titres, où vous n'avez pas besoin d'habilitation, que vous inscrivez vos candidats en candidat libre, je vous méfiance. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'alerte. Donc, pareil dans les partenariats, dans vos conventions d'habilitation, le périmètre de l'habilitation, les modes de fonctionnement, dispositifs de contrôle des partenaires, ils peuvent être aussi soumis à un contrôle de votre part par le biais d'un cabinet que vous avez mandaté. C'est des choses qui se font. Donc dispositif de contrôle, mode de résolution des litiges, des dysfonctionnements entre certificateurs et partenaires, en cas d'anomalie constatée ou signalée au certificateur. Donc tout ça, ça doit être précisé dans votre convention d'habilitation, les conditions de dénonciation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit partenariat, habilitation, c'est un cadre bien précis. Beaucoup ont eu des soucis à avoir signé de multiples partenariats. Quand vous avez 800 habilités, croyez-moi que ça, France Compétences ne le voit pas d'un bon oeil. Parce que comment elle est contrôlée, la qualité de 800 partenaires?
C'est une question. C'est ça. Bah justement, j'en profite pour faire un warning dans le cadre d'un renouvellement de certification, que ce soit RNCP ou RS. Si vous êtes certificateur et que vous ouvrez votre certification au partenariat, il faudra en plus, là je ne parle pas de la convention, hein, je parle bien d'un document supplémentaire, il faudra fournir en fait en plus la synthèse de vos résultats d'audit. C'est-à-dire que vous, en tant qu'organisme certificateur, vu que vous vous êtes engagé à faire des contrôles de vos partenaires, comme vous vous êtes engagé à les faire, vous les avez forcément fait, bien entendu. Donc, vous allez devoir produire la synthèse des contrôles que vous avez effectués, des moments où vous avez effectué ces contrôles, de ce que vous avez constaté. S'il y a eu des erreurs, qu'est-ce que vous avez demandé à votre partenaire ou à vos partenaires qui avaient mal œuvré, hein, dans le cadre du partenariat signé, et quelles actions finalement ont pu être corrigées à l'issue de vos différents contrôles. Donc c'est un document, alors c'est pas un document de 150 pages, hein, c'est vraiment une synthèse. Voilà, partenaire X, voilà quand est-ce qu'ont eu lieu les contrôles, voilà ce que j'ai constaté, moi, organisme certificateur, voilà ce que j'ai demandé à mon partenaire en lui disant, écoute, là, c'était un peu touchy, donc merci de te mettre en conformité. Par exemple, le site internet qui n'était pas correctement renseigné. Partenaire Y, pas de souci, tout est conforme, la convention continue. Partenaire Z, voilà les contrôles effectués. Donc, partenaire par partenaire, vous devez faire la synthèse, vous devez produire ce document à France Compétences pour lui montrer à France Compétences que vous avez tenu vos engagements. Hein, donc, voilà. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est vraiment primordial. Et autre point, j'insiste, c'est juste quand on est partenaire, parce que là, moi, voilà, dans mon quotidien professionnel, je le vis. Si vous êtes partenaire, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de vous arranger avec la règle, on l'a dit en début de webinaire. Donc, c'est pareil quand on est partenaire, vous n'avez pas le droit de vous arranger avec les modalités d'évaluation. Je m'explique. Si votre certificateur vous a habilité pour utiliser son code RNCP ou code RS, la certification mentionne 3 modalités d'éval, une étude de cas, un projet professionnel et une soutenance orale. Bah, c'est ces 3 modalités d'évaluation-là. Vous n'allez pas remplacer les 3 par des quiz, par des jeux de rôle ou par des QCM ou je ne sais quoi d'autre. D'accord ? Vous êtes habilité sur un code RNCP ou un code RS, vous êtes habilité pour déployer le parcours de formation sur le référentiel de certification. Donc, vous êtes tenu de respecter les évaluations. Donc, si c'est une étude de cas, un projet pro et une soutenance, bah, c'est une étude de cas, un projet pro et une soutenance. Une soutenance, voilà. Il y a pas, vous ne pouvez pas inventer ce qui vous arrange. C'est cadré. Voilà. Donc voilà, on vous a donné vraiment l'ensemble des points de vigilance et des petits tips qu'on pouvait vous donner, mais ça ne vous empêche pas de lire le Vademecum, bien évidemment, loin de là. Ensuite, bah voilà ce qu'on voulait aussi évoquer lors de ce webinaire qui file déjà 52 minutes. Hein. On est trop C'était prévisible, mais c'est très prévisible avec nous. Surtout avec nous deux, c'est une catastrophe. Donc, stratégie de certification, de quoi parle-t-on, hein? L'élaboration d'une stratégie de certification claire et réfléchie est essentielle pour tout organisme certificateur. Et ça, je le vois encore au quotidien. On ne réfléchit pas à ces stratégies qui non seulement le développement, l'administration des programmes de certification, mais déterminent également leur pertinence et la valeur pour les bénéficiaires. Donc là, je vous parle vraiment, il s'agit de faire vivre la certification à travers ses bénéficiaires. Une fois que vous les avez formés, certes, mais enfin, il faut continuer de faire vivre cette certification. Rappelons qu'une certification professionnelle, c'est un outil au service des bénéficiaires et du marché du travail. C'est un rôle crucial dans la promotion de l'employabilité, de l'ascension professionnelle, du développement des compétences requises par le monde du travail. Donc, quand vous déposez une certification, il faut aussi connaître le marché du travail français et les attentes du gouvernement. Donc, si vous déposez une certification professionnelle sans avoir lu France Travail, je vous demande déjà à revoir un petit peu vos bases. Voilà. Voilà. Donc,
Ce qui est bien avec nous, cette nouvelle approche qu'on a, cette approche compétences depuis 2019, à travers une approche basée sur les blocs de compétences, on offre des perspectives de mobilité professionnelle plus flexibles et pertinentes, répondant aux besoins des bénéficiaires et du marché du travail. Rappelons que les blocs de compétences peuvent se passer justement avec le temps. Ils peuvent être, voilà, on en passe une année, l'année d'après. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi important qu'on fait un outil au service du bénéficiaire. Qu'est-ce que je dis? Cette approche compétences, elle offre une voie plus flexible et plus efficace pour le développement des compétences et la mobilité professionnelle des individus. Pour les entreprises, ça peut être un super outil de gestion des talents, surtout à l'heure actuelle. J'entends plein de difficultés de recrutement. Eh bien, recruter des profils qui n'ont pas forcément le diplôme cherché et amenez-le vers le diplôme que vous voulez. Il y a la FEST, il y a des contrats pro A, même si vous avez des salariés. Ça permet aussi de fidéliser les salariés. Vous passez un bloc une année, l'année d'après, vous en passez deux, et l'année d'après, c'est les deux derniers blocs de la certification. Un salarié qui a un parcours de formation certifiant qui va lui délivrer un titre reconnu, aura plus d'intérêt à rester dans son entreprise. Et c'est vraiment ça aussi que j'engage les organismes certificateurs à se rapprocher des entreprises. On parle d'insertion professionnelle. Là, au moins, en travaillant avec des entreprises, vous serez sûr que vos alumni seront bien insérés dans le bon domaine professionnel. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut un peu plus prendre en compte, à mon sens, pour vraiment développer une véritable stratégie de certification pérenne et qui puisse durer par rapport aux exigences réglementaires, aux exigences du marché socio-économique. Rapprochez-vous des entreprises, voyez vos certifications. Ma certification correspond à ce que vous recherchez. OK, dans ces cas-là, on peut voir pour développer des parcours de gestion de l'emploi et des compétences. Tout bêtement, c'est vraiment cette dimension-là. Il faut vraiment réfléchir à une dimension un peu plus stratégique de rapprochement entre organismes certificateurs et entreprises. Rappelons qu'une certification professionnelle est un outil de recrutement aussi. Élodie, tu me rejoindras là-dessus. Je sais que on est toutes les deux assez portées là-dessus. Et justement, je vous mets dans les petits papiers, je vous fais des confidences professionnelles de là où je travaille actuellement au sein du groupe AD Éducation. Donc, je pilote une dizaine des certifications d'une dizaine d'écoles, une dizaine de certificateurs. Et donc là, je vous fais la confidence. L'ensemble de mes écoles, enfin, c'est pas mes écoles, mais l'ensemble des écoles que je représente, dans chacune des écoles, à partir de cette année, en fait, de nouvelles missions sont attribuées à nos directions, à nos DRE, nos directions relations entreprises. Je sais que pour certains, ça parlera, notamment ceux qui tournent autour des écoles supérieures, des écoles privées, voire même des CFA. Et en fait, les DRE, à partir de cette année, en fait, vont jouer, on va dire, le rôle de CIP, de conseiller à l'insertion professionnelle de nos étudiants qui seraient en formation initiale, notamment, et qui auraient des difficultés pour trouver effectivement de l'emploi à la sortie de notre parcours de formation, puisque nous, nos parcours sont soit sur 1 an, soit sur 2 ou 3 ans, puisqu'on forme du niveau bachelor jusqu'au niveau master 2. J'ai bien dit master 2, E-R-E à la fin. Et justement, ces nouvelles attributions pour nos DRE vont permettre à la fois d'améliorer notre visibilité auprès des entreprises, d'améliorer aussi les expériences alumni, en garantissant en fait à chacun de nos nouveaux étudiants une véritable sortie positive en fin de parcours. C'est quoi une sortie positive? C'est le fait de trouver un boulot, de trouver un emploi, de le conserver et d'être vraiment inséré dans le métier pour lequel on a été formé. Puisque souvent, effectivement, dans les écoles supérieures, on va s'y inscrire et puis finalement, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on va sortir de promo et puis on ne va pas trouver d'emploi. Et bien là, le fait d'assigner ces nouvelles missions à nos DRE vont permettre d'améliorer notre insertion professionnelle. Et vous comprenez où je veux en venir, c'est que en dommages collatéraux, mais ce ne sera pas des dommages collatéraux pour le coup, ce sera des beaux bénéfices. Et bien moi, lorsque je renouvellerai mes certifications, j'aurai une insertion professionnelle totalement positive puisque j'aurai inséré moi-même,
enfin les écoles, hein, pas moi, Élodie, mais nous aurons inséré l'ensemble de nos cohortes au sein des métiers pour lesquels nous les avons formés. Donc voilà, je voulais vous partager cette info et vous donner ce conseil-là, que vous soyez voilà, en œuvrant au sein d'écoles ou bien consultant en accompagnant les écoles. DRE, direction des relations entreprises. Merci. Voilà. Donc là, on va passer aux questions. Donc pour résumer, hein, on lit le Vademecum, hein, le petit lien, il sera dans la présentation, hein, parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas pu évoquer, hein, le parchemin, les prérequis en entrée de formation et un prérequis pour la certification, les voies d'accès. Donc ça, c'est d'autres sujets. Les délais d'enregistrement, je vous ai quand même mis la petite information. Voilà. Et c'est bon. Donc là, on va regarder un petit peu les questions. Donc ça, jury est-il nécessaire pour le RS? Oui, c'est du jury. Hein. Lettre à valeur d'usage, ça on y a répondu. Alors, quelle vigilance particulière dans leur contenu? C'est simple, pensez au verbatim de votre référentiel de compétences. Voilà, et on doit retrouver des mots-clés que l'on retrouve totalement dans votre référentiel de compétences. Alors, si nous sommes habilités à former et évaluer par un autre organisme sur un RNCP, peut-on, non, ça j'y ai répondu, peut-on malgré tout déposer un dossier à notre nom en parallèle à France Compétences? Enfin, oui, on peut toujours, mais on ne pourra pas, voilà, l'appartenance des cohortes formées. Ensuite, j'ai une question de Stéphanie. France Compétences a réalisé un webinaire récemment sur les correspondances entre organismes. Oui, ça, on l'a vu, on y était. Et la possibilité de candidat de faire son marché pour valider un blog dans tel organisme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, moi aussi, j'ai noté ça. Sauf que dans la réalité, voilà. Hein, parce que moi, je veux bien faire valider un blog sur un blog sur un blog. Mais si j'ai des candidats qui ne viennent que valider un blog, comment je fais pour ma sortie? Donc, c'est encore des choses que je pense qu'ils vont devoir être un petit peu ajustées au fur et à mesure des mois. Dans le cadre de la préparation à un CAP, est-ce que cela rentre dans le cadre du RNCP? Non, ça n'a rien à voir. Là. Enfin, c'est enregistré au RNCP. Le certificateur, c'est bien l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut être habilité pour former et préparer à ce diplôme et par quel moyen? Habilitation à l'éducation nationale, oubliée. Hein. Par contre, peut-être que… Est-ce qu'on réinsisterait pas justement avec cette question de dire, vous pouvez… alors, on voit hein, certainement où vous voulez en venir. Ça veut dire, finalement, je m'inscris sur EDOF, je vends mon je vends mon action de formation hein, pour la partie compétences professionnelles. Attention, parce que ça veut dire que vous allez vous mettre sur un bloc de CAP, un ou deux blocs de CAP pour viser hein, les compétences professionnelles associées. Mais attention, ça veut dire que les personnes que vous allez former sur ces blocs-là du CAP, petite enfance par exemple, qui est le plus demandé et le plus référencé sur EDOF, ça veut dire que vos bénéficiaires, à la fin de la formation, et je l'ai dit pas plus tard qu'il y a 2 heures, attention, vous devez vous assurer que les bénéficiaires vont bien s'inscrire à l'épreuve nationale pour passer les évaluations liées à ce bloc. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous les avez formés, comme j'ai dit tout à l'heure, hasta la vista et il ne se passe plus rien. Bye bye. Non. Non. Vous, en tant qu'organisme préparateur, parce que vous serez vu comme ça, comme organisme préparateur à ce bloc de compétences-là, vous devez mettre en place un système administratif où vous vous engagez à accompagner le bénéficiaire à s'inscrire en candidat libre à cette épreuve nationale du CAP. Si jamais vous ne le faites pas, la Cour des comptes, presque ça, mais la Caisse des dépôts, va vous demander des comptes pour le coup. Et si vous n'êtes pas en capacité de produire de preuves comme quoi vous avez sensibilisé le bénéficiaire, vous l'avez accompagné dans sa démarche d'inscription aux épreuves nationales, vous risquez le déréférencement, le remboursement des sommes indûment perçues et le déréférencement sur EDOF. Donc attention, c'est pas parce que je forme que je m'en lave les mains à la fin. Non, j'accompagne mes bénéficiaires jusqu'aux épreuves certificatives. Tout à fait. Ensuite, question promotion de la VAE pour le RS. Non, bien évidemment, j'aurais d'habitude dû préciser, la VAE ne concerne uniquement que le RNCP, un métier. Ensuite,
France Compétences me demande de mieux délimiter le périmètre du projet RS. Là, il faut des études, hein, il faut un peu plus étoffer, il faut avoir de la valeur d'usage, des entités utilisatrices qui vont dire que oui, il y a une utilité, que les certifiés ont pu mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles missions. Voilà, et aussi peut-être délimiter, peut-être que c'est aussi dans la question qui est posée, délimiter en fait les secteurs d'activité concernés et les métiers concernés. Voilà, il faut vraiment préciser quels sont les métiers concernés par la compétence sur laquelle vous avez mis votre référentiel de certif. Donc, tout ce référentiel ORS, en fait, s'adresse à quel métier et quel métier au pluriel. Hein, donc, c'est ça aussi, délimiter. Au pluriel, exactement, c'est ça. Ensuite, question sur les cohortes. Lorsqu'on est au centre de préparation pour une certification détenue par un certificateur, sommes-nous coincés dans une boucle infernale? Oui. Voilà, désolé. Comment inscrire une formation RS ou RNCP lorsque l'on débute et qu'on ne dispose pas de chiffres concernant l'insertion? Faut attendre. On attend d'avoir les chiffres permettant la bonne insertion. Au RNCP, vous attendez donc 2 ans, 2 promos, autant de cohortes que vous voulez sur chaque promo, mais il faut attendre 2 promos. Et au RS, vous attendez d'avoir un nombre suffisamment important. Alors, pas forcément 150 stagiaires, hein, ça peut très bien être 30, ça peut très bien être 25. Il n'y a pas 5, hein, mais ça, sauf si vous êtes sur des compétences de niche. Mais vous attendez d'avoir un nombre suffisant de stagiaires. Voilà, à partir de 25, ça devient intéressant. C'est moi qui donne le chiffre 25. Ne cherchez pas quelque part à voir ce chiffre-là, mais attendez d'avoir un nombre suffisant et attendez surtout d'avoir mené l'enquête de la valeur d'usage sur ces 25-là. Que ce soit sur 25 ou que ce soit sur 350 personnes formées sur 3 mois, par exemple, attendez d'avoir les retours de votre enquête sur la valeur d'usage. Comment ces 350 personnes ou ces 25 personnes ont fait usage de votre parcours de formation certifiant RS à l'issue de l'épreuve certificative. Petite question qu'on connaît, peut-on délivrer a posteriori une certification aux promotions antérieures une fois que France Compétences a validé la certification? Ça dépend du répertoire. Au RNCP, forcément, les promotions que vous aurez présentées, de fait, oui, vous pourrez leur remettre à vos promos. Donc, je disais tout à l'heure 2021-2022. Donc, oui, a posteriori, vos promos 2021-2022 se verront remettre le RNCP. Mais pour le RS, non, puisqu'on ne propose aucune promo. Donc, non, pas d'antériorité sur le RS. Et oui, au RNCP, mais que sur les promos présentés. Déclaré, exactement. Est-ce que les codes RNCP ou RS se sous-traitent? Alors là, je pense que ça doit être de l'habilitation. Hein. Comment peut-on utiliser un code RNCP sans avoir à déposer un dossier de RNCP et en être sous-traitant? C'est ce qu'on vous disait. Il faut trouver un organisme certificateur qui soit disposé à mettre en place une habilitation. Parce que si vous l'utilisez sans en être invité, déjà d'une, vous ne pourrez pas être sur EDOF. Pourquoi? Parce que le système d'information EDOF et le système d'information France Compétences communiquent ensemble. Uniquement si vous apparaissez sur la fiche publiée France Compétences comme étant un organisme habilité à former, vous ouvre la possibilité de vous inscrire sur EDOF pour utiliser le même code RS ou RNCP. Mais si vous n'apparaissez pas sur la fiche publiée France Compétences, vous ne pourrez pas utiliser le code RNCP ou RS sur EDOF. Alors, comment rémunère-t-on les membres du jury? On ne les rémunère pas. On est en cacahuète. Non, on vous taquine, Voilà. Non, rémunérer, c'est une rémunération pour une prestation de jury. C'est même... en fait, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot parce que rémunérer signifie salaire. En fait, Michael Charby avait bien insisté sur ça. Il faut que ce soit un défraiement. Donc, par exemple, le jury vient, il doit prendre le train, l'avion, l'hélicoptère, je ne sais pas. Bref, il vient comme il peut, mais vous lui remboursez ses frais, déjà. Il déjeune, vous lui remboursez son déjeuner. Il doit passer une nuit d'hôtel, 2 nuits d'hôtel, vous lui payez ses nuits d'hôtel. Et c'est tout. C'est un défraiement. Alors, j'entends que ça râle. Oui, mais non, mais personne, mais on ne trouvera jamais personne. C'est compliqué, oui, c'est un métier. Être certificateur, c'est un métier, hein, je ne vous l'apprends pas. C'est un métier. C'est pas qu'une formalité administrative, d'accord? Quand on est organisme certificateur, on a un rôle, on a des responsabilités juridiques et on doit endosser cette mission en bonne et due forme. Et donc, oui,
on doit travailler son réseau. Oui, on doit travailler à trouver des membres du jury d'évaluation qui soient externes en organisme. Oui, on doit travailler à trouver des membres externes pour le jury de certification. Oui, c'est un métier. Il faut travailler. C'est un métier, exactement. Ensuite, question de Véronique. Que conseillez-vous sur l'analyse socio-économique? Une analyse globale pour la promo ou par candidat? Oh non. Globale. Oui. Non, on ne pas des idées, Véronique. Oh. Véro. Ah, on sait. Faut-il fournir la convention d'habilitation dans le dossier de France Compétences? Généralement, oui. Si vous déclarez des partenaires au moment où vous déposez votre titre, vous êtes obligé. Ouais. Voilà, exactement. Si vous n'en déclarez pas, non. Voilà. Ce document de synthèse, c'est une nouvelle rubrique de la téléprocédure. Ah, non. C'est vraiment un tips qu'on vous donne, qu'Élodie vous a donné. Vous mettez ça en annexe quand vous déposez, avant d'appuyer sur le bouton envoyer, là, vous avez tout en bas, annexe, vous le mettez là, le document de synthèse. Je vous rappelle, c'est pour les partenaires quand vous êtes en renouvellement. Donc là, je reprends la dernière page diffusée parce que les délais d'enregistrement. Hop. Ensuite, 2 questions. Voilà. La dimension RSE est intégrée dans le métier et dans les pratiques du certificateur auprès de ses partenaires, par exemple. Bien évidemment, tout ce que vous pouvez mettre en avant dans vos pratiques RSE en interne en tant qu'organisme certificateur, si vous avez déjà une politique RSE, mettez-la en avant aussi, c'est l'occasion. La dimension prospective du métier est intégrée dans le référentiel actifs et compétences. Ou à part, selon vous? Non, à part. La dimension, voilà, les évolutions du métier, c'est vraiment dans la note d'opportunité et tout, voilà. Oui, par contre, effectivement, si dans la note d'opportunité, vous avez mis en avant que le geste se fait dorénavant comme celui-là et pas comme avant, forcément, votre référentiel de certification va tenir compte de la nouvelle manière d'exercer le geste métier. Ça tombe sous le sens. Il faut qu'on voit l'impact. Alors, où peut-on télécharger le document Word évoqué dans le webinaire? Ce document Word, en fait, il est disponible sur l'application de France Compétences quand vous faites une demande d'enregistrement RNCP. Et il se trouve sur tout en bas, à droite ou juste au-dessus, enfin, mais c'est vraiment dans l'application quand vous êtes dans la demande. Ok, ensuite, ça te fait répondu. Oui, les 4 niveaux de catégorie sont dans le nouveau document, tout à fait. Dans le cadre de l'accompagnement VAE, faut-il faire des enquêtes de suivi d'insertion? Non, la VAE, non, c'est simplement des candidats qui viennent valider les compétences, donc il n'y a pas d'insertion, ils sont déjà insérés. En fait, je crois comprendre la question. En fait, vous devez faire une enquête spécifique sur eux. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils en ont fait, en fait, de cette VAE. Donc, en fait, il faut décorréler de votre enquête globale. Faut la décorréler. Ouais. Faut totalement la décorréler. Ensuite, dans le cas... alors, les délais d'instruction, oui, je sais que ça peut être très, très long. Ça peut attendre 10 mois ou autre, mais normalement, c'est voilà, comme on l'a dit, réduction des délais d'instruction de 3 à 4 mois, c'est un objectif de la Cour des comptes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est tout dans notre intérêt à tous de donner les bonnes pratiques, c'est les bons tips pour que, voilà, qu'il y ait plus de dossiers qui soient bien traités et tout. Alors, indemnisation non plus, indemnisation compensatrice, défraiement. Alors, tout le monde se fait plaisir. Mort forfaitaire, ok, nanana. Eh bien, c'est bon. Alors, l'enquête d'insertion doit-elle aussi porter sur les blocs de compétences autonomes? Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Et ça, non, mais c'est vrai, et ça, c'est vraiment la règle pour France Compétences. Qui peut le plus, peut le moins. L'instructrice, l'instructeur, puisqu'il n'y en a qu'un, mais l'instructeur et les membres de la commission seront très agréablement satisfaits de voir que vous prenez en main ce projet. C'est un projet, d'accord? C'est pas une démarche administrative, s'il vous plaît. Ça se fait pas en 3 semaines, ni en 10 jours. Non, voilà, c'est pareil, surtout sur des certifications, qui donnent beaucoup sur des métiers entre entrepreneurs individuels ou autres.
Ont des numéros de SIRET. Les chiffres d'affaires de vos certifiés, enfin des choses comme ça, les numéros de SIRET, un joli petit tableau justement avec les numéros de SIRET, les dates de création. C'est ça. C'est des choses que France Compétences apprécie. Tout à fait. Plus vous leur donnerez de données sur votre certification, sur l'usage qu'en font les bénéficiaires, de la valeur ajoutée, plus ils seront satisfaits. Donc voilà, c'est tout dans votre intérêt. Comme l'a dit Elodie, vraiment, n'hésitez pas. Il faut vraiment étaler la confiture. Oui, pour le coup, il faut le faire. Voilà, faut vraiment en rajouter. Donc, juste une dernière. Excuse-moi. Non, je vois Béatrice, ça fait 2 fois qu'elle pose la question. Oui, donc après la certification, la vie sociale est meilleure, mais pas forcément économiquement. Est-ce que ces critères-là ne comptent donc pas? Si, il faut le mettre justement. Mais ça, il ne faut pas le mettre vous. On le verra dans le témoignage. Vous voyez? Voilà. C'est dans le témoignage, dans la lettre. C'est dans le témoignage que la personne fera état justement d'une amélioration sociale. Elle était en burn-out, elle a été accompagnée, passer la formation lui a permis de se réinsérer socialement, etc. Oui, alors c'est pas vous en tant que certificateur qui allez le traduire, mais dans le témoignage, c'est ça qu'il faut recueillir. La valeur d'usage, voilà. Encore une fois. Donc, écoute, merci Elodie, je crois qu'on a fait le tour. Bien évidemment, vous pourrez télécharger le petit support. On a bien débordé, c'est bien. Oui, tu viens de voir l'heure, je sais. Bien évidemment, ce webinaire sera est disponible en replay. N'hésitez pas à nous envoyer des petites questions, à l'équipe de Calester Consulting, on relaiera, on vous donnera tout le niveau de l'information. Et si ce webinaire vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de laisser une jolie note. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je te remercie encore infiniment, Elodie, pour ton temps, pour ce niveau de précision qu'on a tous apprécié. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir.